Le froid s'était glissé partout, jusque dans le cuir des sièges de la voiture. Suzanne serrait son manteau autour d'elle, sans dire un mot. Le moteur ronronnait doucement, et la buée couvrait la vitre de droite, celle par laquelle elle aurait voulu encore voir un peu de lumière, ou simplement le visage de sa fille. Sur la banquette arrière, à côté d'elle, une valise bleu nuit, un thermos et une enveloppe cartonnée. Claire conduisait, raide, concentrée sur la route. À côté d'elle, son mari, Marc, feuilletait distraitement son téléphone, comme pour se protéger du silence. Ils n'avaient pas échangé plus de 10 mots depuis le départ de l'appartement. Suzanne observait la nuque de sa fille, la même qu'autrefois, fine, nerveuse, têtue. Elle aurait voulu lui dire tant de choses, qu'elle la comprenait, qu'elle voyait bien sa fatigue, qu'elle ne lui en voulait pas. Mais chaque phrase mourait avant d'atteindre ses lèvres. À 79 ans, on apprend que certaines vérités ne servent à rien si l'autre a décidé de ne plus les entendre. Quand la voiture s'arrêta sous la verrière de Lyon-Perrache, il était à peine 8 heures. Un matin glacé, la lumière coupante, l'air plein de ce mélange de café et de gasoil propre aux gares. Suzanne sentit la portière s'ouvrir. Un courant d'air vif frappa son visage. Claire descendit, contourna la voiture, ouvrit la portière arrière. « On est arrivé, maman. » La voix tremblait un peu, mais le ton restait contrôlé. Suzanne posa la main sur la valise. « C'est là que je change ? » ?»« Oui. Tu as ton billet pour Annecy. Tu prendras le train de 9h20. Et après ?» Claire évita son regard. « Après, on verra. Tu comprendras plus tard. C'est mieux ainsi. » Cette phrase, « tu comprendras plus tard », Suzanne l'avait déjà entendue. Quand son mari était parti trop tôt. Quand Claire avait vendu la maison familiale pour simplifier, quand elle-même avait commencé à sentir qu'on la mettait doucement de côté. Le moteur redémarra. Marc fit un signe bref de la main, sans la regarder. Claire referma la portière, posa furtivement une main sur la vitre, puis s'éloigna. Suzanne vit leur silhouette s'effacer dans la foule du quai, absorbée par le bruit des trains, par la vie des autres. Le vent s'engouffra sous la verrière, cinglant. Suzanne resta là, droite, le billet tremblant entre ses doigts. Autour d'elle, les voyageurs passaient, pressés, tirant des valises à roulettes. Elle les regardait filer, l'impression que chacun d'eux avait une destination claire, un but, une attente. Elle, non. Le train pour Annecy partait dans 20 minutes, mais personne ne l'attendait là-bas. C'était un aller sans retour. Un déplacement maquillé en projet. Elle s'assit sur un banc de métal glacé, près d'un panneau d'affichage. Le thermos posé à côté d'elle laissait s'échapper un peu de vapeur. Elle le regarda sans oser l'ouvrir, comme si le café à l'intérieur appartenait encore à quelqu'un d'autre. Elle pensa à la veille au soir. Le dîner expédié, les assiettes à moitié pleines. Claire avait dit « Demain, on t'emmène à la gare. Ce sera mieux là-bas, tu verras. » Elle n'avait pas demandé « mieux où ». Par lassitude, peut être, ou par confiance. La confiance, ce mot si doux, qui devient tranchant quand il se retourne contre vous. Une femme âgée s'assit un moment près d'elle, les mains pleines de sacs. Elles échangèrent un sourire. Puis la femme se leva, rejointe par son fils, un grand brun en manteau de laine. Suzanne suivit leur départ du regard, le cœur serré d'un réflexe ancien. Celui d'une mère qui regarde les autres familles continuer à s'aimer. Le haut-parleur annonça le train pour Annecy, voix C. Elle plia lentement le billet, le glissa dans son gant. Ses doigts tremblaient. La verrière vibrait sous les coups du vent. Elle se sentait légère, trop légère comme un papier qu'on a signé sans le lire. Dans son sac, elle chercha son petit carnet noir, celui qu'elle tenait depuis la mort de son mari. Elle l'ouvrit sur une page blanche, prit son stylo et écrivit d'une écriture nette. Le 17 janvier, j'ai cessé d'avoir une adresse. Elle reposa le carnet, leva les yeux vers la voie. Des flocons commençaient à tomber, éparpillés, indécis, comme elle. Un enfant courait, riant, dans les bras de sa mère. Elle n'avait plus personne à attendre ni à appeler. Mais quelque chose, imperceptiblement, se redressait en elle. Un fil de résistance, fin, mais solide. Celui qu'on tisse quand tout le reste se défait. Elle se dit que si elle avait été déposée ici, alors ici serait le point de départ. Pas celui d'un retour, mais d'une reconquête. Elle serra sa valise, remit son chapeau, et se leva lentement. Le train pour Annecy siffla au loin, prêt à partir. Suzanne prit une inspiration,
traversa le quai. Chaque pas sonnait comme une preuve de vie. Et tandis que la neige s'intensifiait sous la verrière de la gare d'hiver, elle murmura, presque pour elle-même. « Je ne suis pas perdue, pas encore. » Avant le froid, avant la gare, avant ce silence qui sépare les êtres comme une vitre, il y avait Lyon, la ville où Suzanne avait tout construit, tout donné, tout attendu. Une vie droite, sans éclat, mais bien tenue. Une existence de femme debout derrière un comptoir de boulangerie, levée à 4 heures du matin pendant 40 ans, pour servir le pain chaud aux autres avant de penser à elle-même. La boulangerie se trouvait rue des Marronniers, à 2 pas de la place Bellecour. Une petite devanture à l'ancienne, avec son odeur de farine et de levure, le tintement régulier de la clochette au-dessus de la porte et la voix reconnaissable de Suzanne. « Bonjour mon petit, ça va aujourd'hui ?» Elle avait commencé comme apprentie à 10 à 8 ans, puis était devenue vendeuse, puis, avec les années, presque la mémoire du lieu. Les clients fidèles disaient « Sans vous, Madame Suzanne, ce n'est plus le même goût. » Mais le vrai cœur de sa vie, c'était Claire, sa fille unique. Une enfant tardive, arrivée quand Suzanne avait déjà perdu l'espoir d'être mère. Elle se souvenait encore de la première fois où elle avait tenu ce petit corps chaud contre elle, de la promesse muette qu'elle s'était faite ce jour-là, que rien, jamais, ne manquerait à cet enfant-là. Son mari, Jean, un homme doux, boulanger lui aussi, était mort jeune, d'un infarctus, un matin d'hiver. Elle s'était retrouvée seule, avec une fillette de 7 ans et un stock de dettes. Elle n'avait pas flanché. Elle avait pris des heures supplémentaires, vendu la voiture, cousu des tabliers le soir, pour que tout tienne, pour que le quotidien reste debout. Et Claire, brillante, studieuse, avait grandi dans ce cocon d'efforts silencieux et de sacrifices bien rangés. Quand Claire avait 10 à 8 ans, Suzanne avait vendu une petite parcelle héritée de ses parents pour payer ses études. « Tu feras ce que je n'ai pas pu faire, ma fille. Tu étudieras. » Et la jeune fille était partie à Paris, un peu effrayée, un peu fière, les yeux tournés vers les tours de la Défense. Les premières années, elle s'écrivait chaque semaine. Des lettres pleines d'amour simple. « Maman, j'ai eu mon stage. Ma chérie, j'ai refait tes rideaux, tu verras comme ils sont jolis. » Puis les lettres s'espacèrent, remplacées par des appels rapides, et peu à peu, par des silences polis. Quand Claire revint à Lyon, 10 ans plus tard, c'était une autre femme. Des tailleurs sombres, un téléphone greffé à la main, des phrases trop pressées pour contenir de la tendresse. Suzanne, émue, la regardait par les chiffres, réunions, promotions. Elle ne comprenait pas ce monde, mais elle était fière. Elle répétait à ses voisines. « Ma fille travaille dans la finance. Moi, je ne comprends pas tout, mais elle a réussi, c'est le principal. » Un soir, Claire avait dit « Maman, tu devrais me laisser gérer ton appartement, tes papiers, tout ça, ce sera plus simple pour toi. » Et Suzanne avait répondu « Si ça t'arrange, fais comme tu veux. J'ai confiance. » C'était devenu presque un refrain entre elles. « J'ai confiance. » Une phrase courte, mais qui valait toutes les signatures. Les années passèrent. La boulangerie ferma. Suzanne prit sa retraite, modestement. Elle aurait pu voyager un peu, mais préféra garder la même routine. Chaque matin, elle allait au marché, saluait les commerçants, faisait son pot au feu pour 2, au cas où Claire viendrait dîner. Elle tricotait des pulls qu'elle n'avait plus personne pour offrir, envoyait des cartes postales sans réponse, gardait le téléphone près d'elle comme un animal fidèle. La distance entre elles n'était pas un drame. Elle s'était installée doucement, comme une nappe de poussière qu'on ne remarque qu'au printemps. Claire venait pour les anniversaires, les fêtes, parfois un dimanche, avec ce ton pressé de ceux qui pensent déjà à repartir. Elle disait « Maman, s'il te plaît, comprends. Je n'ai pas le temps, le travail, la vie. » Suzanne hochait la tête. Elle comprenait toujours. Elle disait « Ne t'en fais pas. Moi, j'ai le temps pour 2. » Elle gardait encore l'habitude de cuisiner pour 2, de mettre 2 couverts, 2 serviettes. Et chaque soir, en rangeant la table, elle faisait glisser machinalement l'assiette propre de Claire dans le buffet, comme on range un souvenir qu'on espère revoir. Les voisins parfois lui demandaient « Votre fille, elle vient souvent ?» Elle répondait en souriant « Oh, quand elle peut. Elle travaille beaucoup, vous savez. Moi, j'attends. C'est mon métier de mère, attendre. » Son carnet, déjà, l'accompagnait. Elle y notait des recettes, des listes de courses, mais aussi des phrases, des réflexions, de petites prières à demi effacées. Dans une page de 2015, elle avait écrit « L'amour, ça ne s'éteint pas. Ça se tait quand il a mal.
Et en dessous, d'une écriture tremblée. Je crois que je suis devenue transparente. Mais la transparence, c'est encore une manière d'exister. Les années suivantes, elle s'était habituée à ce rôle discret, celui de la femme invisible, celle qu'on consulte pour les papiers, qu'on remercie pour le chèque, qu'on appelle pour vérifier si tout va bien, mais qu'on ne regarde plus vraiment. Elle ne s'en plaignait pas. Elle se disait simplement « c'est ça, vieillir. Être là sans qu'on vous voie ». Et c'est sans doute pour cela que ce matin-là, à la gare, quand la portière s'est refermée sur sa fille, elle n'a pas crié. Parce qu'au fond, elle savait déjà depuis longtemps qu'on l'avait quittée seulement, on venait de mettre le geste sur le sentiment. ChatGPT said. Les signes étaient venus doucement, comme les fissures d'un mur qu'on croit encore solide. Rien de brutal, rien d'avoué. Juste des gestes minuscules qui, mis bout à bout, formaient un effacement lent. Le premier fut le trousseau de clés. Claire, un soir, en sortant de l'appartement, avait dit d'un ton léger « Je crois que j'ai perdu ton double, maman. » « Ce n'est rien. De toute façon, tu ne passes presque plus chez nous. » Suzanne avait haussé les épaules. Elle n'avait pas insisté. Mais ce soir-là, elle avait eu un pincement en rangeant son sac. C'était comme si, avec ses clés, on lui avait retiré un droit d'entrée, celui de pouvoir frapper à la porte sans prévenir. Puis il y eut les visites reportées. Au début, c'était des retards, puis des excuses, une réunion imprévue, une migraine, un week-end à la campagne avec Marc. Suzanne préparait quand même un gâteau, dressait la table, essuyait 2 fois les verres. À chaque message reçu à la dernière minute, elle répondait « Ce n'est pas grave, ma chérie, on remettra ça dimanche prochain. » Mais, souvent, le dimanche suivant ressemblait au précédent. Une fois, elle avait tenté d'appeler. C'est la voix de Claire, plus sèche qu'à l'habitude, qui l'avait accueillie. « Maman, je suis au travail. Tu pourrais m'envoyer un SMS, s'il te plaît ?» Ce « s'il te plaît » sonnait comme une distance polie, un rideau tiré entre 2 générations. Puis, le ton changea encore. Claire, autrefois si douce, parlait désormais comme à une enfant. « Tu deviens fragile, il faut penser à t'organiser. » M'organiser? Mais je vis toujours seule, et je me débrouille très bien. Oui, mais il faut anticiper. Si un jour il t'arrive quelque chose, ce « si un jour » s'accrochait à elle comme un présage. Suzanne sentait qu'on commençait à la ranger dans la catégorie des problèmes à prévoir. Elle n'était plus la mère, mais une charge en devenir, une variable dans un agenda. Elle le comprit, non par les mots, mais par la manière dont on lui parlait, doucement, en articulant, comme si la vieillesse lui avait enlevé la raison. Un dimanche d'octobre, elle s'était rendue chez Claire sans prévenir. Une envie soudaine de revoir sa fille, de sentir encore une fois l'odeur du café dans sa cuisine. En arrivant, elle avait sonné. Une voix derrière la porte. « Chérie, qui c'est ?» Un froissement, un pas hésitant, puis Claire apparut, surprise. « Maman, tu aurais dû m'appeler avant. » Suzanne, gênée, tendit une boîte de gâteaux. « Je passais, je voulais te voir, c'est tout. »« Oh, mais on allait sortir justement. On déjeune avec des amis. Je t'appelle dans la semaine, promis. » Elle n'était restée que 2 minutes, le temps d'un baiser rapide, d'un sourire contraint. Mais dans le couloir, elle avait aperçu, sur la table du salon, une chemise ouverte, avec des papiers qu'elle reconnut de loin. Son nom, ses coordonnées et le logo d'une société de gestion patrimoniale. Elle n'osa pas demander. Le lendemain, pourtant, elle écrivit dans son carnet. « Il s'occupe de moi comme on gère un dossier. C'est plus propre. » Et puis, il y eut cette phrase, la phrase qui creusa la blessure, celle qu'elle n'aurait jamais dû entendre. C'était un dimanche pluvieux. Elle était assise dans le couloir, à attendre que Claire ait fini une conversation téléphonique dans la cuisine. Les mots passaient à travers la cloison fine. Une voix masculine Marc, sans doute, disait « On ne peut plus la garder, Claire. Elle nous bloque. On a besoin d'espace, de liberté. » Et la réponse, douce, fatiguée, « Je sais. Laisse-moi trouver une solution. » Une solution. C'est comme cela qu'on parlait d'elle désormais, comme d'un problème logistique. Elle n'avait rien dit, pas même quand Claire était revenue avec un sourire. « Tu veux un peu de tarte ?» Elle avait répondu calmement. « Non, merci. Je n'ai plus très faim. » Mais ce soir-là, en rentrant chez elle, elle avait refermé la porte d'un geste lent, puis s'était assise à sa table, le carnet ouvert. Ses mains tremblaient un peu, mais son écriture, elle, restait ferme. Elle écrivit, sans chercher la poésie.
On ne vous jette pas d'un coup, on vous range petit à petit. Ce fut sa manière de nommer la disparition. Pas celle du corps, mais celle de la place qu'on occupait dans le monde. Les semaines suivantes, elle cessa de préparer le café pour 3. Elle cessa d'attendre le bruit de la clé dans la serrure. Elle mit de l'ordre dans ses papiers, comme si elle pressentait que bientôt, d'autres mains les toucheraient. Elle continua d'envoyer ses cartes, pourtant. Toujours signées, ta maman qui t'aime. Mais au fond d'elle, quelque chose s'était déplacé. Ce n'était pas encore de la colère, ni même de la tristesse, c'était une lucidité froide, celle de ceux qui ont compris trop tard que l'amour, quand il ne se parle plus, devient une langue morte. Et dans ce silence où elle se tenait désormais droite, Suzanne commençait, sans le savoir, à préparer sa résistance. Le courrier arriva 2 jours après son arrivée à l'hôtel de la gare, une enveloppe beige, banale, sans parfum, sans main humaine. Le réceptionniste, un jeune homme au regard pressé, la lui tendit en disant « C'est de la part d'un cabinet notarial, Madame Lefort ». Suzanne, d'abord, pensa à un papier administratif sans importance. Mais lorsqu'elle reconnut l'en-tête du cabinet du Palenoir, celui qui avait toujours géré les affaires de la famille, son cœur se serra. Elle s'assit sur le lit étroit, le dos raide, la lettre tremblante entre ses doigts. Le papier, trop propre, trop bien plié, semblait déjà contenir quelque chose d'irréversible. Elle ouvrit lentement. Les premières lignes suffirent à lui couper le souffle. « Madame, nous avons l'honneur de vous informer que la vente de votre bien immobilier, situé 12 rue des Tilleuls, a été finalisée le 9 janvier dernier. Le montant de la transaction, soit 238 000 €, a été viré sur le compte commun de M. et Madame Marchand Claire et Marc, en vertu de la procuration permanente que vous avez signée le 5 décembre 2021. Une procuration. Suzanne resta figée, la bouche entr'ouverte. Elle relut encore. Elle ne se souvenait pas avoir signé quoi que ce soit en 2021. À cette date-là, elle s'était simplement rendue chez Claire pour mettre à jour les papiers de la mutuelle. C'était un après-midi banal. Claire lui avait tendu un dossier à parapher expliquant « C'est juste pour que la banque ait ta signature, maman. Tu sais, pour t'aider à payer les factures si jamais tu es malade. » Suzanne avait signé sans réfléchir. Elle se souvenait même de la tasse de thé posée à côté, de la nappe blanche tachée de confiture et du sourire rassurant de sa fille. Elle n'avait pas signé une autorisation, non. Elle avait signé sa disparition légale. La lettre continuait, froide, administrative. « Votre fille détient l'autorisation complète depuis 2 ans. » Cette phrase tomba sur elle comme une pelle de terre sur une tombe encore tiède. Tout était dit. Depuis 2 ans, elle n'était plus que le nom sur des papiers vidés de sens, une figure décorative sur un compte vidé d'existence. Elle chercha le numéro du notaire, appela. Une voix féminine lui répondit, aimable mais distante. « Cabinet du Palenoir, bonjour. Ici, Madame Lefort, Suzanne Lefort. J'ai reçu un courrier concernant la vente de mon appartement. Je ne comprends pas, je n'ai rien signé. » Un court silence. Puis la voix, mécanique. « Ah, attendez un instant. Oui, nous avons ici la copie de la procuration signée par vous, Madame Lefort, le 5 décembre 2021. Votre fille détient l'autorisation complète depuis cette date. Tout a été fait dans les règles. Mais cet argent, il était à moi, c'était ma maison, ma vie. Je comprends, madame. Mais juridiquement, tout est conforme. Vous aviez donné pouvoir. » Le mot « pouvoir » résonna dans sa tête. Un mot trop grand, trop lourd, qu'elle n'avait jamais voulu donner. Elle raccrocha, la main glacée, le souffle court. La chambre lui parut soudain minuscule, étrangère. Elle posa la lettre sur la table, puis s'assit au bord du lit. Le bruit des trains passait derrière les vitres, un grondement régulier, comme une respiration d'acier. Elle pensa à sa maison de la rue des Tilleuls, à la tapisserie fleurie qu'elle avait choisie avec Jean, à la table de chêne où Claire faisait ses devoirs. Tout cela appartenait désormais à un couple d'inconnus. Vendus, transférés, effacés. Elle comprit alors que l'abandon n'avait pas commencé sur le quai, mais 2 ans plus tôt, dans un bureau climatisé où sa signature tremblait, avait suffi à l'exclure. Elle avait été effacée légalement avant même de l'être physiquement. Une larme glissa sur sa joue, qu'elle essuya du revers de la main, presque avec colère. Elle n'aimait pas pleurer, cela donnait raison à ceux qui disaient qu'elle était fragile.
Elle sortit son carnet de cuir, celui qu'elle gardait toujours près d'elle, et l'ouvrit sur une page neuve. La pointe du stylo hésita un instant, puis traça lentement les mots. « Ils m'ont mise dehors avec mes propres clés. » Elle relut la phrase, plusieurs fois. Oui, c'était exactement cela. Ses clés, celles qu'elle avait polies pendant 40 ans, avaient servi à fermer sa propre porte. Autour d'elle, la salle d'attente de la gare vibrait d'un froid impersonnel. Une femme derrière elle ronflait doucement. Un agent de sécurité passait, indifférent. Suzanne se recroquevilla dans son manteau. Dans sa poche, la lettre du notaire. Sur ses genoux, le carnet. Et dans sa tête, une phrase de son mari, entendue autrefois. « Ne signe jamais sans comprendre, Suzanne. Le papier, c'est la mémoire des vivants. » Ce soir-là, elle jura en silence qu'on ne la ferait plus jamais signer sans lire. Et qu'à partir de maintenant, sa mémoire aurait une voix. Les jours suivants s'étirèrent, semblables et gris, dans le petit hôtel près de la gare. Une enseigne fatiguée clignotait au-dessus de la porte, hôtel du passage. Une ironie involontaire, car c'était bien ce qu'elle vivait, un passage entre deux vies, entre deux noms. Suzanne y louait une chambre étroite, avec une fenêtre donnant sur les rails. Chaque matin, le grondement des trains la réveillait, ponctuel, presque rassurant. Elle ne dormait plus très bien. Le soir, elle s'asseyait à la table bancale sous la lampe jaunâtre, comptant ses billets, vérifiant ses papiers, essayant de comprendre comment on pouvait disparaître sans qu'aucun cri ne se fasse entendre. Elle mangeait peu, un café tiède, une soupe en sachet, parfois une pomme achetée au kiosque voisin. Mais la faim n'était pas le plus dur. C'était l'humiliation, ce sentiment glacial d'avoir été effacée sans procès, sans témoin, sans défense. Un soir, elle vida son sac sur la table. De ce chaos jaillirent des fragments de sa vie, des relevés de livrets de caisse, soigneusement classés par année, des factures d'électricité où figurait son nom, encore lisible, une attestation d'assurance signée de sa main, et même une photo d'elle et Jean, prise devant la boulangerie le jour de l'ouverture, 40 ans plus tôt. Tout cela, pensa-t-elle, c'est moi. Et tout cela, aujourd'hui, n'a plus de valeur qu'émotive. Elle prit son carnet noir et écrivit, lentement. J'ai confondu aider et céder. Les lettres étaient droites, nettes. Elle se relut. Oui, c'était ça, le nœud de toute son histoire. Elle avait cru qu'aider sa fille, c'était aimer. Mais en vérité, elle avait cessé de poser des limites, et les autres, naturellement, les avaient franchies. La colère monta, brève, puis s'éteignit d'elle-même. Elle sentit qu'à son âge, la colère ne servait à rien. La lucidité, en revanche, pouvait encore tout sauver. Alors, elle décida d'agir. Pas pour l'argent, non. Elle savait que les sommes envolées ne reviendraient jamais vraiment. Mais pour récupérer son nom. Car un nom, c'est plus qu'un mot sur un acte. C'est ce qu'on laisse derrière soi. Et elle refusait de partir effacée. Elle reprit un par un les papiers étalés devant elle. Elle les classa avec méthode, comme à la boulangerie quand elle faisait les comptes du soir. Elle nota les dates, les montants, les signatures. Puis, dans un élan calme, elle prit une feuille de papier à lettres, la dernière qui lui restait, et écrivit. « Maître Perrault, vous avez été le notaire de mon mari, Jean Lefort. Je me permets de vous écrire car j'ai besoin de conseils. J'ai découvert que mon appartement a été vendu sans mon accord grâce à une procuration que je n'ai pas comprise. Je n'en veux pas à ma fille, mais je souhaite seulement rétablir mon nom et ma part de droit. Puis-je vous rencontrer pour en parler? Avec mes salutations respectueuses, Suzanne Lefort. » Elle glissa la lettre dans une enveloppe blanche, écrivit l'adresse du cabinet, colla soigneusement un timbre. Puis elle posa le tout sur la table, bien droit, comme un talisman de papier. Ce geste, minuscule, eut sur elle l'effet d'une respiration. Elle avait repris un fil, un début d'action. Ce n'était pas encore une victoire, mais un retour à la verticalité. Cette nuit-là, elle dormit un peu mieux. Les trains continuaient de passer, mais le bruit ne la dérangeait plus. Il lui rappelait les pas de son mari dans le couloir, quand il se levait avant l'aube pour pétrir la pâte. Un rythme régulier, presque protecteur. Le lendemain, elle sortit tôt. Elle traversa la gare, observa les gens. Les visages pressés, les annonces dans les haut-parleurs, le flux ininterrompu des vies qui partent. Elle se sentit à la fois minuscule et invincible. Parce qu'elle, au moins, avait décidé de rester. En repassant devant la vitrine d'une papeterie, elle s'arrêta.
sans réfléchir. Elle entra, acheta un nouveau carnet, à couverture brune, vierge. Celui-ci, pensa-t-elle, ne serait pas pour les souvenirs, mais pour les preuves. Elle en fit la promesse silencieuse. Je ne noterai plus ce que j'ai perdu, mais ce que je reconstruis. De retour à l'hôtel, elle ouvrit le carnet neuf et écrivit la première phrase, d'une main ferme. Je veux exister sur le papier. Le lendemain matin, en descendant à la réception, une enveloppe l'attendait, la réponse du notaire. Une écriture soignée, brève, bienveillante. Madame Lefort, je me souviens de vous et de votre mari. Venez lundi à 10 heures. Nous trouverons ensemble la meilleure manière de vous rendre justice. Cordialement, Maître Perrault. Elle replia la lettre, la serra contre elle. Et pour la première fois depuis longtemps, Suzanne se sentit vivante à nouveau. Non pas protégée, mais debout. Prête à se battre, non par colère, mais par clarté. Le lundi suivant, le ciel de Lyon était bas, d'un gris mat qui collait à la peau. Suzanne arriva devant la plaque de cuivre de Maître Perrault, notaire. Elle prit une inspiration avant d'entrer. Le bureau n'avait pas changé depuis 30 ans. Le même parquet ciré, les mêmes étagères chargées de dossiers, et sur la cheminée, une horloge ancienne qui battait doucement comme un cœur de papier. Une secrétaire au visage bienveillant la fit asseoir. Maître Perrault va vous recevoir, Madame Lefort. Il se souvient très bien de vous. Le souvenir de cette phrase, il se souvient très bien de vous, lui serra la gorge. Il y avait des années qu'on ne l'avait plus reconnu autrement qu'à travers des numéros de compte. Le notaire entra. Un homme âgé, le regard franc, la voix douce, les gestes précis. Madame Lefort. Suzanne, n'est-ce pas? Je me rappelle de Jean, votre mari, un homme droit. Que puis-je faire pour vous? Elle sortit lentement de son sac les chemises cartonnées qu'elle avait préparées. La procuration, le courrier du notaire parisien, les relevés bancaires, le tout maintenu par un élastique fatigué. Elle posa les documents devant lui, comme on dépose une plaie à examiner. Je crois qu'on m'a retiré ma maison sans que je m'en rende compte. Elle raconta sans larmes, sans colère, mais avec une précision tranquille. Chaque détail, la signature trompeuse, la vente, le virement. Le notaire l'écoutait en silence, les mains croisées, hochant parfois la tête. Quand elle eut fini, il tourna lentement les pages, ajusta ses lunettes et dit d'une voix basse. « Madame Lefort, vous n'avez jamais signé l'acte principal de vente. Votre fille a utilisé une procuration bancaire pour un usage patrimonial. Ce n'est pas seulement une erreur morale, c'est une faute juridique. En clair, c'est illégal. » Elle le regarda, sans comprendre tout de suite. « Illégal? Oui. Une procuration donnée pour la gestion quotidienne facture, retrait, ne peut pas servir à vendre un bien. C'est une utilisation abusive du mandat. Votre fille a dépassé le cadre légal. » Suzanne resta immobile. Puis elle murmura. « Alors, je ne suis pas folle. » « Non, madame, vous avez été abusée de confiance, mais tout n'est pas perdu. » Il lui expliqua calmement la procédure. Requalification d'abus de faiblesse, demande de restitution de biens, voire dommages et intérêts. Des mots lourds, techniques, mais porteurs d'une promesse, celle d'un retour à la justice. Il ajouta « Je ne plaide plus, mais je connais une avocate compétente. Une femme sérieuse, maître Roux. Je vais lui téléphoner tout de suite. Vous pouvez lui faire confiance. » « Une femme ?» demanda Suzanne, presque étonnée. « Oui, et une redoutable. Elle ne se laisse pas impressionner par les grands discours. Elle aime les faits, les preuves, les papiers, tout ce que vous avez gardé précieusement. » Il composa le numéro devant elle. Une voix énergique répondit. « Maître Roux, c'est Perrault. J'ai ici une dame qui a besoin de vous. Une affaire de procuration détournée, de vente frauduleuse. Oui, elle a tout conservé. Parfait. Elle passera demain à 15 heures. » En raccrochant, il lui adressa un sourire. « Vous voyez, Madame Lefort? Parfois, les papiers qu'on garde par habitude deviennent des armes de vérité. » Elle hocha la tête. « C'est étrange. Je retrouve ma dignité dans les formulaires. » Le notaire eut un léger rire. C'est souvent là qu'elle se cache. Le lendemain, Suzanne se présenta au cabinet de Maître Roux. Une femme d'une 40aine d'années, brune, énergique, sans un mot de trop. Le bureau sentait l'encre et le café noir. Elle invita Suzanne à s'asseoir, prit les documents et dit « Racontez-moi tout du début, sans vous justifier. »
et Suzanne parla. Cette fois, les mots sortaient autrement nets, précis, comme une comptabilité qu'on remet à jour. À la fin, l'avocate fit glisser les feuillets entre ses doigts et déclara « Votre fille a bien commis une faute. Nous allons monter un dossier pour abus de faiblesse et transfert frauduleux de patrimoine. Vous n'avez rien à craindre. Les preuves sont impeccables. » Elle rédigea aussitôt un plan d'action. Suzanne la regardait écrire, fascinée. Chaque phrase semblait une brique posée pour reconstruire une maison invisible, la sienne. Elle n'interrompit pas. Elle se contentait d'observer cette femme écrire pour elle, avec autorité et calme. Quand tout fut terminé, Maître Roux releva les yeux. « Je déposerai le dossier dans 15 jours. Ce sera long, parfois humiliant, mais je vous promets une chose, vous ne serez plus seule. » Suzanne sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine, pas de l'espoir, pas encore, mais de la reconnaissance. Elle prit sa main. « Merci. Vous ne savez pas ce que ça fait, d'être enfin écoutée comme une personne et non comme un problème. » L'avocate sourit doucement. « Le droit, Madame Lefort, c'est la forme que prend la dignité quand elle apprend à parler. » Les semaines suivantes furent pleines de papiers, de signatures, de rendez-vous. Suzanne tenait un nouveau carnet, intitulé « Dossier de vérité ». Elle y notait chaque date, chaque mot, chaque preuve. Ce carnet devint son compagnon, son témoin, son arme silencieuse. Elle découvrit un monde qu'elle croyait réservé aux autres. Celui des termes latins, des références de loi, des articles du Code civil. Mais au lieu d'être intimidée, elle se sentit grandir. Chaque document signé en son nom était une victoire intime. Un jour, en sortant du cabinet, elle s'arrêta sur le trottoir et leva les yeux vers le ciel froid. Elle se dit à mi-voix, « On m'a volé une maison, mais on ne me volera plus ma signature. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit à nouveau propriétaire d'elle-même. Le matin de l'audience, la ville semblait encore endormie. Une brume légère traînait sur les quais du Rhône, et Suzanne avançait lentement, son dossier beige contre sa poitrine, comme on porte un enfant fragile. Elle avait mis son manteau bleu marine, celui de son mari, un peu trop grand pour elle, mais chaud, solide, un manteau qui avait traversé les années comme un témoin muet de fidélité. Le tribunal de Lyon était vaste, froid, solennel. Le sol en marbre résonnait sous ses pas. Chaque bruit, chaque murmure y semblait amplifié. Suzanne eut un instant de vertige en voyant la salle d'audience, les bancs de bois, les visages étrangers, les robes noires. Mais Maître Roux, déjà présente, lui adressa un sourire rassurant. « Tout ira bien, Madame Lefort. Vous n'avez rien à prouver, seulement à être vrai. » Elle s'assit à la droite de son avocate, le dossier posé sur ses genoux. Ses doigts tremblaient légèrement, mais son regard était fixe. Elle ne se sentait ni victime, ni coupable, simplement vivante et lucide. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Claire entra. Suzanne eut du mal à la reconnaître. Sa fille portait un tailleur clair, des boucles d'oreilles en perles, un sac en cuir rigide. Elle avançait d'un pas rapide, presque mécanique, suivie de son avocat, un homme grand, sûr de lui, le regard distant. Elles se croisèrent du regard. Un instant, Suzanne crut y voir un éclat non pas de haine, mais de honte. Puis Claire détourna les yeux. Le juge prit place, un homme au visage calme, marqué par la fatigue des affaires humaines. Il salua d'un ton neutre, puis déclara « Affaire Lefort contre Marchand. Ouvrez le dossier, s'il vous plaît. » Le silence se fit. Maître Roux se leva, droite, posée. Elle parla d'une voix claire, sans emphase, mais avec une fermeté qui coupait l'air. « Monsieur le Président, on ne juge pas ici une mère. On juge une dépossession maquillée en amour filial. » Un murmure traversa la salle. L'avocat de Claire leva les yeux au ciel, mais ne dit rien. Maître Roux poursuivit, imperturbable. « Les faits sont simples. Madame Lefort, âgée de 79 ans, a signé une procuration bancaire limitée que sa fille a ensuite utilisée pour vendre un bien immobilier sans son consentement. Les fonds ont été transférés sur le compte du couple Marchand, sous prétexte de gérer les intérêts familiaux. Elle sortit de sa serviette une chemise transparente, en retira une à une les preuves. Voici les virements bancaires. Voici la procuration originale, datée du 5 décembre 2021. Et enfin, les courriers échangés avec le notaire Dupas-Lenoir. Chaque feuille glissait sur le bureau du juge comme une lame silencieuse.
Suzanne, assise, les regardait défiler. Chaque document était une blessure, mais aussi une réparation en marche. Pour la première fois, sa douleur avait une forme lisible, tangible. L'avocat de Claire prit la parole. Il parla de malentendus, de confiance filiale, de simplification administrative. Il dit que Claire avait voulu protéger sa mère, éviter les complications. Des mots lisses, creux, qui tombaient sur le sol sans écho. Le juge fronça légèrement les sourcils, puis demanda d'une voix posée « Madame Marchand, pourquoi avoir agi ainsi ?» Un silence s'installa. Claire, droite sur sa chaise, ouvrit la bouche, puis la referma. Ses yeux se posèrent sur sa mère, hésitants, fuyants. Suzanne sentit dans ce regard une détresse ancienne, celle d'une fille qui n'avait jamais su dire la vérité sans la transformer en justification. Finalement, Claire murmura « Je voulais juste que ce soit plus simple. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. » Suzanne, jusque-là immobile, posa une main tremblante sur son dossier et parla à son tour, d'une voix basse mais claire. Elle croyait simplifier la vie. Elle a juste effacé la mienne. La phrase tomba dans la salle comme un couperet de soie. Maître Roux se contenta d'un bref regard vers le juge, sans ajouter un mot. Tout avait été dit. Le silence dura longtemps. Le juge prit le temps de relire, de feuilleter, de noter. Puis, d'une voix calme, il annonça « Le tribunal constate que la vente a été réalisée sans l'accord explicite de la propriétaire et sur la base d'une procuration utilisée au-delà de son objet. En conséquence, il prononce l'annulation de la vente, la restitution intégrale des fonds et la reconnaissance d'un abus de confiance. » Les mots résonnèrent lentement, comme un battement d'horloge. Claire baissa la tête, blême. Suzanne resta immobile. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle sentit seulement quelque chose se remettre à sa place comme un tiroir longtemps coincé qu'on ouvre enfin. L'audience prit fin. Les greffiers rangèrent les papiers. Le juge se leva. Les gens commencèrent à sortir. Suzanne, elle, resta assise un moment, les mains posées sur son dossier beige. Personne ne parla. Pas même Claire, qui quitta la salle en silence, le regard fixé au sol. Mais dans cet espace suspendu, quelque chose d'invisible venait d'être rendu. Pas seulement un appartement, ni un compte bancaire le droit d'exister au nom de soi. Maître Roux posa doucement la main sur son épaule. « Vous voyez, Madame Lefort ? Le silence peut peser plus lourd qu'un cri. » Suzanne hocha la tête, le regard apaisé. Et tandis qu'elle sortait du tribunal, le dossier serré contre son cœur, elle sut qu'en ce jour de mars, la justice avait redonné au mot « mère » sa vraie orthographe, celle du respect. Les semaines qui suivirent le jugement eurent le goût amer de la poussière qu'on soulève en rangeant une maison après un long hiver. La justice était passée, nette, tranchante, mais les liens, eux, s'étaient effilochés en silence. Un matin, Suzanne trouva une enveloppe blanche glissée sous la porte de sa chambre d'hôtel. L'écriture, soignée, lui sauta au cœur avant même qu'elle ne lise le nom, Claire. Elle l'ouvrit lentement, s'attendant à une phrase, une explication, peut être un regret. Mais la lettre, brève, tenait en 3 lignes. « Je ne t'en veux pas, mais je ne peux plus te voir. Tu as choisi ton camp, maman. Adieu. » Il n'y avait ni signature complète, ni date. Une phrase sèche, une clôture propre. Suzanne resta longtemps assise, la feuille entre les doigts. Les mots ne la blessaient plus comme avant. C'était la sécheresse de la terre après l'orage. Tout avait déjà été dit, tout avait déjà été perdu. Elle plia soigneusement la lettre, sans la froisser, et alla chercher son carnet noir, celui qu'elle gardait sur la table de chevet. Elle y glissa le papier entre 2 pages, comme un marque-page du silence. En bas d'une page déjà remplie, elle ajouta « Les enfants coupent le lien pour respirer. Les mères, elles, continuent de respirer dans le vide. » Les jours reprirent leur rythme lent. Suzanne marchait chaque matin jusqu'au kiosque pour acheter son journal, puis s'arrêtait au café en face de la gare. Les habitués, qui avaient lu dans le Progrès le compte-rendu du procès, la saluaient avec respect discret. Certains murmuraient « C'est bien, Madame Lefort, vous avez eu du courage, beaucoup n'auraient pas osé. » Elle répondait toujours la même chose, calmement. « Je n'ai pas voulu gagner. J'ai juste voulu retrouver ma place, pas la leur. » Et cela suffisait. Cette phrase répétée sans orgueil était devenue sa barrière douce contre la curiosité du monde. Les autres la voyaient désormais autrement,
non plus comme une vieille femme effacée, mais comme une survivante élégante, une silhouette droite qui portait son passé avec dignité. Le notaire, Maître Perrault, lui écrivit quelques lignes de félicitations. Maître Roux, son avocate, passa un jour lui remettre le jugement définitif, signé et cacheté. « C'est terminé, Madame Lefort. Tout est à nouveau à votre nom. » Suzanne sourit. « C'est étrange, dit-elle. J'ai l'impression de m'être rachetée à moi-même. » Le soir, dans le calme de sa chambre, elle entreprit de ranger ses papiers. Sur la table, elle étala tout. Les copies du jugement, la lettre de Claire, les documents de la vente annulée et la photo de Jean, son mari, au sourire doux. Elle prit une chemise neuve, d'un bleu pâle, et inscrivit dessus, d'une écriture lente, « Vérité rétablie ». Elle y glissa les feuilles une à une, avec la minutie d'une couturière qui reprend une couture défaite. Puis elle ajouta, comme une dernière pièce, le plan froissé de la gare de Lyon-Perrache, celui que l'hôtel lui avait donné le premier jour, quand elle ne savait pas où aller. Sur le coin du papier, elle nota au crayon. « C'est ici que j'ai recommencé. » Elle ferma la chemise, la posa sur la table, entre la photo de Jean et une bougie allumée. La flamme tremblait doucement, éclairant les reflets du papier bleu. Dans cette lumière vacillante, Suzanne sentit une paix nouvelle, fragile mais réelle. Elle n'attendait plus d'excuses, plus de retour. Elle savait qu'il y a des amours qu'on sauve en les laissant partir. Le lendemain, en sortant de l'hôtel, elle croisa la voisine du rez-de-chaussée, une femme ronde, toujours chargée de sacs de légumes. « Alors, ça va mieux, Madame Suzanne ? » ?»« Oui, merci. Je crois que je respire autrement, maintenant. » »« Vous avez été forte, vous savez ?» Suzanne haussa les épaules. « Non, juste consciente. » Elles échangèrent un sourire, simple, humain. Le genre de sourire qu'on ne reçoit plus quand la famille se ferme. En remontant la rue, Suzanne sentit un courant d'air tiède, un parfum de pain chaud venu d'une boulangerie. Elle s'arrêta un instant, émue. Elle pensa à ses années derrière le comptoir, aux clients fidèles, au rire de Claire enfant. Tout cela appartenait à un autre temps, mais rien n'était perdu. La mémoire, elle, restait debout, plus solide que les murs d'une maison vendue. Le soir, avant d'éteindre la lampe, elle posa la chemise bleue dans sa valise, entre la photo de Jean et un foulard en soie qu'il lui avait offert pour leurs 10 ans de mariage. Elle caressa doucement le dossier du bout des doigts, comme on bénit un objet sacré, puis elle ferma les yeux. Dans le silence de la chambre, elle sentit que le passé venait de trouver sa juste distance, ni oublié, ni étouffant. Un peu comme Claire absente, mais apaisée dans la mémoire de sa mère. Et dans ce vide clair, Suzanne se dit que peut être enfin, le pardon commence quand la colère s'endort. La gare avait fini par l'adopter. À force d'y passer, d'y attendre, d'y observer, Suzanne en connaissait désormais les rythmes comme on connaît ceux d'un cœur qu'on écoute battre chaque jour. Les départs du matin, nerveux et pressés. Les arrivées du soir, pleines de fatigue et de retrouvailles. Le silence de midi, quand la verrière vibrait doucement sous la lumière d'hiver. Elle avait loué, non loin de là, une petite chambre au-dessus d'un café, rue du Gasmontbel. Une pièce simple, un lit de fer, une table en bois, un rideau à fleurs. Mais pour elle, c'était assez. C'était son lieu à elle, gagné par le droit et par la volonté le premier qu'on ne lui avait pas donné, ni pris. Le matin, elle descendait vers la gare avec son sac en toile, celui qu'elle avait autrefois utilisé pour porter les baguettes de la boulangerie. Dedans, elle glissait toujours les mêmes objets. Un carnet, un thermos de thé, quelques biscuits et un stylo. Elle disait en riant, « Quand on a un stylo, on a encore du pouvoir. » Peu à peu, les agents SNCF s'habituèrent à sa présence. Ils la voyaient, toujours là, assise sur le banc du quai B, observant les voyageurs, parlant doucement à ceux qui avaient l'air perdus. Une vieille dame qui tremblait en cherchant son billet. Suzanne s'approchait, posait une main rassurante sur son bras. « Ne bougez pas, je vais vous aider. » Un couple de retraités qui ne trouvaient plus la voie de correspondance. Elle les guidait, patiente, avec un sourire tranquille. Au début, certains la prenaient pour une bénévole d'association. Puis on s'habitua à elle. On l'appela bientôt Madame Suzanne du quai B. Le chef de gare, un homme moustachu au regard tendre, disait en riant, « On devrait vous faire une carte de service, Madame Suzanne. Vous êtes plus efficace que nous. » Elle répondait,
Je ne fais que ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi, ce jour-là. Car tout avait commencé ici, sur ce même quai, ce jour d'hiver où sa fille l'avait laissé partir. Et depuis, la gare, paradoxalement, était devenue son refuge. Le lieu de la plus grande humiliation s'était transformé en espace de renaissance. Le soir, elle s'asseyait au café d'en face, un petit établissement aux banquettes rouges où le serveur, Karim, connaissait déjà ses habitudes. Un thé au citron, Madame Suzanne? Toujours, mon garçon. Et un peu de silence s'il en reste. Ils riaient ensemble, doucement. Elle écrivait alors dans son carnet des observations, des pensées, parfois une phrase qu'elle glanait d'un voyageur de passage. Un départ n'est jamais un abandon, c'est juste quelqu'un qui change de quai. Avec le temps, les gens commencèrent à la saluer, à lui parler. Des employés de train lui offraient un croissant, des voyageurs la remerciaient pour un renseignement. Elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle aimait simplement être utile sans être possédée. Elle avait trouvé sa juste place, entre le départ des autres et le retour à soi. Un jour, alors qu'elle aidait une femme âgée à remplir un formulaire de remboursement, une jeune voyageuse s'arrêta pour l'observer. Elle portait un sac à dos, des écouteurs, et ce regard curieux des gens qui n'ont pas encore appris la lassitude. « Excusez-moi, madame, vous travaillez ici ?» Suzanne leva les yeux, sourit. « Non. Je veille. »« Vous veillez ? Sur quoi ? Sur ceux qui ont perdu le fil, le billet ou juste un peu d'espoir. » La jeune femme hésita, puis demanda « Mais pourquoi restez-vous ici ?» Suzanne referma doucement le formulaire, posa son stylo et répondit « Parce qu'ici, personne ne part sans être vu. » La jeune femme resta un instant sans voix. Puis elle sourit, comme si elle venait d'entendre une vérité qu'on n'apprend pas dans les écoles. Les mois passèrent. Suzanne devint une figure familière. Les agents lui faisaient signe de loin. Certains voyageurs, la reconnaissant, la saluaient d'un « Bonjour, Madame Suzanne » avant de courir vers leur train. Une photo d'elle apparut même un jour dans le journal local. La dame du Québec, ange discret des voyageurs. Elle rit en lisant l'article, se sentant à la fois flattée et amusée. Ange, elle ne l'était pas. Juste une femme qui avait décidé de ne plus partir sans laisser de traces. Le soir, dans sa chambre, elle rangeait ses carnets sur une étagère. Il y en avait déjà 3, remplis de phrases, de rencontres, de noms inconnus. Un univers de papier, fait de voix croisées et d'émotions brèves. Elle se surprenait parfois à penser que, sans le drame, sans la trahison, elle n'aurait jamais découvert cette forme de paix active, celle de servir encore, mais librement. Un dimanche, elle reçut la visite inattendue de Maître Roux, de passage à la gare. « Vous êtes restée ici, Madame Lefort ?»« Oui. C'est devenu mon atelier de vie. Et vous allez bien ?» Suzanne hocha la tête, un sourire doux aux lèvres. « Mieux que jamais. J'ai compris qu'il y a des départs qui nous ramènent à nous-mêmes. » Ce soir-là, le ciel était mauve au-dessus de la verrière. Les lampes des quais s'allumaient une à une, comme des veilleuses pour les âmes en transit. Suzanne resta là, debout, observant un train qui s'éloignait dans la brume. Son reflet dans la vitre lui sembla plus ferme, plus clair. Elle se dit qu'elle n'était plus une femme abandonnée, mais une femme restée par choix, par calme, par dignité. Et tandis que le vent d'hiver glissait dans la gare, elle sentit que la vie, cette fois, ne la quittait plus. Elle l'attendait, patiente, sur le quai. La neige tombait en silence sur les rails, comme une couverture légère déposée sur la mémoire des trains. Ce soir-là, la gare paraissait presque vide, suspendue dans une paix fragile. Les pas crissaient doucement sur le quai, et chaque souffle de vent faisait teinter les panneaux métalliques. Suzanne, emmitouflée dans son manteau bleu, marchait lentement sous la verrière. Son écharpe grise lui montait jusqu'au menton. Elle aimait cet instant de bascule entre le jour et la nuit, entre le bruit du monde et le calme intérieur, ce moment où tout ce qui a été vécu devient simple, enfin. Elle entra dans le petit café du coin, celui où elle s'asseyait chaque soir depuis des mois. Les lumières jaunes dessinaient des halos doux sur les tables. Le serveur, Karim, leva la tête et lui lança son sourire habituel. « Un thé au citron, Madame Suzanne ?»« Comme toujours, mon garçon. » Elle s'installa près de la vitre, face au rail. Dehors, les flocons tombaient sans hâte, et le souffle des locomotives dessinait des nuages qui se mêlaient à la neige. Suzanne posa son sac sur la table et en sortit son carnet brun,
celui qu'elle appelait le carnet de vérité. La couverture était un peu usée, les coins arrondis par le temps, mais l'objet avait l'élégance tranquille des choses fidèles. Elle l'ouvrit lentement. Les pages étaient pleines d'une vie tenue entre deux couvertures. Les premières lignes dataient du jour de son abandon. Le 17 janvier, j'ai cessé d'avoir une adresse. Puis venaient les notes de combat, les dates de rendez-vous, les phrases des juges, les petites victoires de papier. Entre les preuves et les souvenirs, elle retrouvait parfois une écriture tremblée, une pensée notée en marge. Ne pas s'effondrer. Ne plus signer sans lire. Le droit, c'est la forme polie de la dignité. Elle sourit. Chaque mot était une marche qu'elle avait gravie. Elle pensa à tout ce chemin parcouru. La gare, l'hôtel, la lettre du notaire, Maître Perrault, Maître Roux, l'audience. Et surtout, le silence de Claire, ce silence qui avait cessé de la blesser pour devenir un simple fait du monde, comme la neige ou le vent. Suzanne prit son stylo, celui qu'elle utilisait toujours, un vieux Waterman bleu, et écrivit calmement sur la dernière page. Le courage, ce n'est pas de rester debout, c'est de se relever à l'endroit où on nous a laissés. Elle resta quelques secondes immobile, puis ajouta en dessous, comme une signature intime. Le silence peut aussi être une forme de justice. Elle posa le stylo, leva les yeux. Un train siffla au loin, prêt à partir pour Marseille. Les voyageurs pressés montaient à bord. Les valises claquaient sur les marches. Elle les regardait, apaisée, sans envie, sans regret. Elle n'attendait plus rien de personne, seulement le droit d'être là, à sa place, témoin tranquille du mouvement des autres. Karim apporta son thé fumant. Elle le remercia d'un sourire, puis resta là, les mains autour de la tasse chaude, regardant les flocons se poser sur les vitres. Un souvenir remonta soudain, la voix de son mari Jean, un matin d'hiver semblable à celui-ci, disant en riant « Tu sais, Suzy, la vie, c'est comme une miche de pain. Ça se partage, mais il faut toujours garder la croûte pour soi. » Elle sourit. Oui, il avait raison. Et elle avait fini par retrouver sa croûte, sa part dure, solide, à l'abri des morsures. Elle ferma le carnet, le serra entre ses mains. Un geste lent, presque rituel. Ce n'était pas un adieu, mais une clôture, celle d'une histoire qu'elle avait enfin écrite jusqu'au bout, de sa main, à son rythme, sans témoin. Elle sortit du café. L'air froid lui saisit le visage. Les flocons fondaient sur ses cils. La lumière des lampadaires dessinait des cercles pâles sur la neige. Elle traversa lentement le quai, le cœur léger, sans ce poids qui l'avait accompagnée si longtemps. Devant elle, le panneau d'affichage clignota. Train pour Annecy, départ à 21h03. Le même trajet que celui du jour où on l'avait abandonnée. Elle s'arrêta un instant, comme pour écouter une vieille mélodie. Puis elle murmura, doucement, comme à une amie, « Cette fois, c'est moi qui décide où aller. » Elle ne monta pas tout de suite dans le train. Elle resta sur le quai, regardant la vapeur s'élever, les wagons se couvrir de neige. Elle se dit que peut-être demain, elle prendrait ce train, ou un autre, ou aucun. L'important, désormais, n'était plus la destination, mais le choix. Le vent s'était levé, léger. Il faisait danser les flocons autour d'elle, comme pour lui souhaiter bonne route. Suzanne leva le visage vers le ciel, la bouche entr'ouverte, pour goûter un grain de neige. Et dans ce goût froid et pur, elle sentit enfin ce qu'elle avait cherché tout ce temps, la paix. Elle marcha lentement vers la sortie de la gare, son carnet serré contre elle, et son ombre, fine et droite, se perdit dans la blancheur du soir. Le monde, dehors, continuait, mais en elle, tout était à sa place. Et la neige, en tombant doucement sur la ville, semblait écrire sur les toits les mêmes mots que sur la dernière page de son carnet. Le silence peut aussi être une forme de justice.